des amis du musée de l'imprimerie de m'avoir invité pour cette présentation. C'est aussi pour moi un grand plaisir de revenir à Lyon et de vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas encore le musée Médard et Lunel, en espérant de vous donner envie de venir, de visiter ce lieu, ses collections et nos activités. Et j'ai pensé aussi de vous donner une présentation vraiment globale qui parle bien sûr de l'historique des collections, mais qui parle aussi pas mal et beaucoup du projet du musée et comment on est arrivé aujourd'hui à construire un musée autour de la collection d'un bibliophile, un musée consacré aux livres. Et pour commencer, donc, comme porte d'entrée, donc, juste vous dire que ce musée est ouvert en décembre 2013 et le musée est un musée justement consacré à l'histoire des collections, de ces collections, du livre et aux arts et métiers qui sont liés au patrimoine écrit. À la base de ce musée, il y a un exceptionnel cabinet de bibliophiles, celui de Louis Médard, qui est placé au centre du musée et qui permet de découvrir une bibliothèque authentique du 19e siècle qui est restée à peu près intacte et conservée aussi d'une manière exceptionnelle. L'univers du livre qu'on explore à travers ces collections est aussi mis à l'honneur à travers des dispositifs pédagogiques, du multimédia et grâce à des expositions qui nous permettent de mettre en lumière certains thèmes et certaines aussi collections qui sont dans le musée. Des lectures historiques sont proposées et aussi des approches contemporaines, toujours en lien avec le livre et l'écrit d'une manière plus large. Donc ce musée est né avec l'histoire de son fonds, donc le fonds historique, le fonds Médard. Et le lieu, pour commencer, c'était l'ancien hôtel de ville de Lunel. Et il a fallu, entre 2012 et 2013, 18 mois de travaux pour rénover ce bâtiment et pour permettre d'accueillir, de préparer donc cette installation du nouveau musée. C'est un lieu qui a changé de fonction à plusieurs reprises, mais qui était à l'origine une maison particulière, un hôtel particulier, et qui a été racheté par la ville au XIXe siècle, et qui n'a aucun lien avec le collectionneur Louis Médard. Et ça a changé jusqu'à la dernière fonction, qui était celui de bibliothèque municipale, qui a précédé le musée Médard. Et il y a eu une réflexion autour de cette pourquoi en faire un musée, donc pourquoi de passer d'un fonds patrimonial qui était rattaché à une bibliothèque à un musée. Et cette volonté, une forte volonté politique aussi, en tout cas de mise en valeur culturelle, s'est basée aussi sur un constat qui est en fait cette existence d'une collection inventoriée depuis déjà de nombreuses années, d'une grande valeur, dans des conditions de conservation jugées souvent exceptionnelles, avec une volonté d'enrichir ces collections, qui fait partie de notre projet, d'en développer l'accès et de proposer une médiation autour des thématiques scientifiques structurées de ce fonds. Donc ça, c'est juste comme porte d'entrée pour le musée. Donc ce musée, il a bien un nom, et c'est pas pour rien qu'il porte le nom de son donateur, parce que donc Louis Médard, c'est vraiment l'origine de toute cette histoire. Donc pour vous donner juste quelques éléments sur sa vie, Louis Médard est né à Lunel en 1768, membre d'une famille protestante active dans le négoce, dans plusieurs domaines, originaire d'Aigues-Mortes. Et il était le 13e fils et dernier fils de cette famille. Il a eu une instruction qui lui a donné un goût surtout pour la littérature, pour les auteurs classiques. Il a fait des études au collège de Nîmes. Il a eu quand même assez vite envie de passer à autre chose. Il n'était pas très satisfait des études. Et en fait, il pensait rejoindre, comme beaucoup de la famille travaillait dans le commerce, dans le négoce, un frère David qui était basé à Cadix en Espagne,
qui travaillait dans le grand commerce atlantique. Et ce projet n'a pas pu se réaliser parce qu'en fait, il a eu des problèmes de santé et son frère est décédé. Et donc, il a dû changer de projet pour son activité professionnelle. Et il a ensuite eu une expérience quand même intéressante à Lyon. Il est parti à l'âge de 18 ans à Lyon pour apprendre le métier de canut. Il est resté 3 ans et on a quelques témoignages, quelques documents, mais il était très intéressé par le métier, mais il n'était peut-être pas non plus épanoui dans cette perspective de travailler dans le domaine de la soie. Et donc il a demandé à sa famille de revenir vers Montpellier. Et c'est à Montpellier, c'est à peu près l'époque de la Révolution française. On ne sait pas trop comment il s'est positionné dans ces années assez troubles, assez difficiles. Il a commencé à nouer des liens dans l'activité commerciale, un lien avec le textile et surtout avec les tissus imprimés. Vous savez, c'est la grande époque des tissus imprimés, ce qu'on appelle aussi les indiennes, qui à l'origine venaient d'Orient et venaient d'Inde, mais qui à partir du fin 18e siècle, 19e siècle, ont été produits et réalisés en Europe, dans plusieurs pays. Et il s'est spécialisé dans le commerce qui était destiné dans le sud de la France, avec une clientèle assez riche. Et il a fait fortune dans ce domaine. Donc c'est à peu près du début du 19e siècle jusqu'à 1821, quand il a quitté le travail. Il a fondé avec son ami Jean Pardier, qui était aussi un grand bibliophile. Nous avons aussi des livres de sa collection dans la collection du musée. Ils ont fondé la société Médard et Pardier en 1801. Et nous avons la chance d'avoir des fonds d'archives très riches à Montpellier, aux archives départementales de cette société, qui nous mettent un peu en lumière son activité commerciale avec beaucoup de documents très intéressants qu'on a aussi montrés au musée. Il est d'une manière assez stable, basé à Montpellier, et c'est surtout à partir quand il se retire de cette activité de commerce qu'il se consacre entièrement à cette passion pour le livre. Donc j'ai fait quelques sauts dans sa biographie, mais déjà tout jeune, il était très sensible à la lecture et aux auteurs classiques. Il avait reçu d'un ami de famille les œuvres de Virgile en 1781. Il considère que ce livre, c'est son plus ancien ami. Nous avons beaucoup de notes biographiques manuscrites de sa part. Et c'est à partir de là qu'il commence à constituer une collection et une bibliothèque qui lui donnera envie vraiment d'avoir une collection personnelle. Et c'est dans la dernière phase de sa vie, à peu près de 1830 à 41, l'an de sa mort, qu'il va vraiment étudier, qu'il va classer sa collection. Nous avons aussi son catalogue manuscrit qui est conservé dans les collections du musée. Et il en faire aussi avec l'intention d'en faire don à la ville de Lunel en 1834. Dans le testament, il dit « Je donne legs mon cabinet en toute propriété à ma ville natale de Lunel, mais aux conditions expresses de maintenir en tout temps le collège, de ne jamais dénaturer en rien ma collection de livres et d'en faire jouir les habitants de Lunel avec l'aide d'un bibliothécaire. » Donc cette intention de transmission d'un patrimoine, d'un savoir qui était réuni à travers sa bibliothèque, ça s'annonce d'une manière très claire. Et c'est donc la ville qui prendra possession de ce cabinet après la mort de son épouse en 1857. Et tous ces livres, y compris les meubles et quelques objets, quelques œuvres de sa collection, vont être transportés de Montpellier à Lunel pour respecter cette donation. Comment il s'était constitué ces collections? Grâce à ses intérêts, à ses passions, un réseau d'amis et un réseau professionnel aussi, les relieurs qui faisaient travailler parce qu'il avait un grand amour aussi pour la reliure.
Et lui servait aussi d'intermédiaire dans les ventes publiques d'ouvrages. Donc il a pu se positionner pas mal sur les bibliothèques qui étaient dispersées, sur les ventes d'ouvrages rares et précieux. Et donc il a constitué au fur et à mesure une collection assez riche et avec une nature un peu encyclopédique comme c'était dans l'esprit de son temps entre 18e et 19e siècle. Quelques mots aussi pour vous introduire donc Lunel, donc l'environnement, l'homme, Médard, et Lunel, donc une ville moyenne, aujourd'hui 26 000 habitants, à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, donc avec deux grandes villes, et qui essaye aussi à travers la culture de construire un projet global ouvert à toute la population, avec un contrat de ville et avec plusieurs projets qui sont liés à des actions concernant la cohésion sociale. Une activité culturelle qui veut être diversifiée et dans laquelle aussi le patrimoine veut jouer un rôle assez important. Le musée Médard était vraiment le premier équipement avec une dimension assez forte patrimoniale qui agit dans ce projet de la ville, vraiment pour rendre une culture accessible au plus grand nombre et pour mettre en lumière ces mémoires qui sont liées à ce patrimoine. Pour rentrer un peu plus dans le vif de la bibliothèque, donc de cette collection, donc c'est une bibliothèque qui est constituée à peu près de 5000 volumes. On a 50 manuscrits, donc 15 du Moyen-Âge, avec des enluminures. Donc c'est parmi les ouvrages les plus précieux, les plus rares de la collection. Et les imprimés sont représentés entre le XVIe et l'époque de Médard, le XIXe siècle, avec des points forts qui sont, par exemple, la Révolution française, l'histoire du protestantisme avec des ouvrages assez rares et assez importants, les controverses religieuses du XVIe et XVIIe siècle, les grands auteurs classiques, les auteurs antiques, et des trésors, des ouvrages vraiment uniques, comme par exemple l'édition de luxe de l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon, pour vous en citer qu'un. Et les livres sont classés, donc on peut revenir aussi à l'hommage qui est rendu à Guy Parguez, la méthode de classement du livre ancien qui remonte justement au XIXe siècle, ce qu'on appelle le classement des libraires de Paris, qui a été repris aussi par Guy Parguez. Et ce classement a été donné par Médard même, et c'est ça qu'il a vraiment écrit noir sur blanc sur son catalogue. Donc les 5 grands thèmes, donc la théologie, la jurisprudence, les sciences, les arts, l'histoire et la théologie, donc sont organisés aussi en sous-thèmes, et ces thèmes sont encore, il est possible encore que vous les retrouviez aujourd'hui dans notre classement, même dans notre classement de la bibliothèque numérique sur notre portail, sur notre site internet. Vous retrouverez ce classement d'origine qui a été donné par le donateur même et qui s'inspirait à Brunet, qui était un grand bibliophile, qui a écrit un manuel justement avec ce classement par grand thème. Parmi les grands thèmes, il y a aussi la reliure. Donc on rentre vraiment dans la bibliophilie. Donc ce n'est pas que le contenu, mais vraiment l'objet livre en tant que tel. Dans toute la matière du livre, le papier, donc je disais la reliure, l'illustration sont des critères et font partie vraiment des intérêts du collectionneur et du bibliophile pour faire acquisition et pour enrichir sa collection. L'histoire d'une collection, c'est aussi l'histoire de sa connaissance et de son étude et son classement aussi fait par rapport à une manière plus scientifique. Donc on parle de documents écrits, donc le signalement, le catalogage. Et pour faire une petite historique, donc ce fonds
Le fonds Médard a été connu déjà vers la fin du 19e siècle à partir de ces manuscrits qui ont été répertoriés dans le catalogue général des manuscrits, le CGM. Et un peu plus tard, il a commencé à faire l'intérêt de plusieurs universitaires, surtout de l'université de Montpellier, avec le centre d'études du XVIIIe siècle de l'université de Montpellier. Il a fait partie aussi des projets assez à l'avant-garde par rapport au catalogage et au classement, comme celui que je cite en juin 1988 dans le cadre du système informatisé de la bibliothèque de Lausanne-Sibylle. Il a été parmi les premiers fonds à être accessibles via Minitel, ce qui était assez incroyable à l'époque. En 2000, il y a eu le microfilmage toujours de ces manuscrits du Moyen-Âge par le CNRS. Il y a eu l'intégration aussi importante pour donner une visibilité à cette collection au niveau national de son fonds dans la base de patrimoine du catalogue collectif de France, le CCFR. Et vous retrouverez encore aujourd'hui toutes les notices de notre collection dans ce catalogue collectif. Il y a eu aussi plusieurs du personnel scientifique qui a commencé à être affecté au musée à partir des années 80, justement quand surtout l'université a sensibilisé la collectivité, la ville de Lunel à l'intérêt, à l'importance de ce fonds. Et ce personnel a travaillé de plus en plus pour la mise en valeur, pour le traitement scientifique et pour la bonne conservation de cette collection. On est arrivé jusqu'à l'ouverture d'un premier volet du portail documentaire musémédard.fr en 2012. Et c'était juste avant la création du musée qu'on a pu migrer aussi les notices avec le classement EAD, donc un classement qui est adopté de plus en plus dans les fonds d'archives, mais pas que dans les fonds d'archives, dans les fonds patrimoniaux d'une manière plus large, et qui nous a permis de classer aussi, de respecter le classement thématique donné par Médard à l'origine, de l'intégrer avec les notices. Aujourd'hui, on a acquis aussi plus récemment, donc on est devenu entre-temps un musée et un musée de France, un logiciel de gestion de collection qui nous permet d'être vraiment à la charnière entre la gestion d'un fonds de documents écrits, mais aussi un fonds d'objets, parce que nous commençons à avoir aussi pas mal d'objets dans les collections. Il y avait tout l'aspect logistique de gestion de prêts, la gestion des mouvements de collection, et un portail de collection que nous avons ouvert très récemment via le site internet du musée. Donc ce fonds aussi, comment il a été connu à travers le temps. Donc on a dit qu'au 19e, le fonds était arrivé à Lunel. Vous voyez ici une photo ancienne de l'ancien hôtel de ville de Lunel. Il était déjà installé dans la même salle qu'occupe aujourd'hui, c'était l'ancienne salle du conseil municipal. Et il commençait aussi à être, d'une manière très, très sporadique, présenté, montré au public. Et il y a eu, on n'a pas beaucoup de documents sur comment ce fonds a été connu, comment il a été mis en valeur, mais en tout cas, il commençait à être un petit peu montré et les livres à être un peu sortis et montrés au public. Mais c'est qu'au XXe siècle, après avoir survécu d'une manière toujours un peu par miracle à tout ce qui s'est passé au XXe siècle, il est arrivé à une parfaite conservation. Et il y a eu une volonté de commencer à l'ouvrir, même tout en restant une ouverture à peu près confidentielle, avec des ouvertures un peu irrégulières, mais avec des premiers accueils réservés aux scolaires. Il y a eu aussi les premières acquisitions de vitrines pour montrer régulièrement des ouvrages de la collection. Et nous avons eu jusqu'à entre 2003 et 2013 un nombre de visiteurs entre 1000 et 1500, mais avec une ouverture très, très limitée dans la semaine et pendant l'année, avec quelques expositions et quelques présentations d'ouvrages.
Donc ce fonds, donc un fonds des livres rares et précieux, un fonds voilà, d'une certaine importance, arrive aussi dans un moment dans lequel voilà, c'est pas du tout évident le faire vivre, le mettre en valeur, vu aussi la difficulté de montrer le livre à travers des dispositifs de musée, et aussi à un moment dans lequel c'est pas forcément le livre qui va intéresser le plus le public le plus large. Et comment aussi on pouvait, d'une certaine manière, se positionner par rapport à ce fond de rareté des livres précieux pour respecter cette volonté de le rendre disponible, de le rendre accessible et le faire découvrir donc de quelle manière, dans quel espace, avec quelle ambition. Donc tout ça, ça a un peu nourri les réflexions qui ont précédé le projet du musée. On a bien sûr évoqué un peu toutes les différentes manières de mettre en valeur le livre à travers des établissements patrimoniaux, donc des bibliothèques qui ont été un peu transformées en musées, muséifiées, des espaces muséographiques de médiation qui sont rattachés quelquefois aux bibliothèques même, ou des musées plus consacrés aux techniques, comme le musée de l'imprimerie de Lyon. Donc le musée Médard a dû trouver une sorte de troisième voie, en tout cas s'est inspiré de plusieurs modèles pour trouver une formule qui puisse avoir une certaine cohérence, une certaine pertinence pour son projet. Donc dans son contexte, dans cette ville, dans cette volonté donnée par le donateur, donc comment faire vivre ce patrimoine écrit. Donc à la base de ça, donc il y a une réflexion, donc il y a un projet scientifique qui a été écrit, qui a été rédigé, et aussi un travail de conception qui a fait l'objet d'un travail de cabinet d'architecte, bien qu'on puisse regretter l'absence d'un muséographe à l'origine associé à ce projet. Il y a eu juste l'association d'un graphiste qui a travaillé plus sur la ligne graphique du musée. En tout cas, ce qui a nourri la réflexion, mais que j'ai dû reprendre, donc moi je suis arrivé après l'ouverture en 2015, j'ai dû reprendre ce projet pour respecter cette volonté qu'il y avait d'en faire un musée et d'avoir l'appellation Musée de France, c'était de le développer et d'en faire vraiment un lieu où le livre et cette collection puisse vivre, être montré au public et d'une manière plus large, comme je disais, les livres, les arts et métiers liés aux livres et au patrimoine écrit. C'était aussi l'enjeu de montrer, d'interpréter l'objet livre. Donc un livre qui est aussi un objet, comment le livre s'est façonné à travers les époques, comment il a aussi évolué à travers, pour arriver aujourd'hui au livre qui se dématérialise, et comment aussi on pouvait en faire un centre d'interprétation du livre. Donc c'est aussi parmi le but du musée d'interpréter le livre. Et faire valoir cette image d'une collection qui est restée à peu près intacte, la collection de Louis Médard, une collection à un moment donné, donc qui nous parle beaucoup de son époque, de son contexte de création, et surtout une bibliothèque avec un esprit, avec son esprit authentique. Comment faire vivre ça aussi dans l'espace du musée? Et comment associer les dispositifs immatériels dans le parcours et dans la mise en valeur de tout ce patrimoine. Donc dans les mots qu'on a mis en avant, bien sûr, on a cette idée d'esprit de collection. Donc il fallait montrer pas que les livres, les objets rares de la collection, mais montrer vraiment comment ça s'est constitué autour de Louis Médard et dans cette création de collection. Mettre en avant l'histoire de ces collectionneurs, donc de la bibliophilie et de ces curiosités qui ont amené ces personnes à constituer des collections assez incroyables par rapport à la découverte, à tout ce qu'on peut y trouver encore aujourd'hui. Mettre en avant, comme vous voyez ici, les thèmes forts. Donc on a parlé d'une collection encyclopédique,
mais qui a quand même comme un point fort l'histoire et la littérature, qui constituent à peu près 80% des ouvrages de la collection. De mettre en avant aussi comment dans ces patrimoines littéraires, il y a la littérature antique, la littérature d'inspiration médiévale, qui est aussi très forte au XIXe siècle, à l'époque de Médard. Comment le collectionneur peut devenir aussi un créateur. C'est Louis Médard même qui, comme beaucoup de bibliophiles parfois, ont mis ensemble des pièces rares, des documents rares dans un recueil, dans un volume, justement pour en faire un objet unique. Donc des lettres autographes, par exemple, de Voltaire, de Montesquieu, des objets même, on a des reliques de Napoléon incrustées dans une reliure, donc tout un univers vraiment très, très, très particulier. Donc on a parlé de l'aspect matériel, la reliure, le papier, l'illustration comme un point aussi intéressant à montrer. On a aussi une bibliothèque, donc un classement à part, c'est que Louis Médard appelle le petit catalogue par rapport au grand catalogue de sa collection, c'est les ouvrages censurés. Donc c'est une sorte d'enfer qu'il avait classé à part parce qu'il avait juste un peu peur que ce soit mal interprété par rapport à la collectivité qui allait recevoir le don. Donc il voulait qu'il soit faite clarté sur ces livres qui étaient d'un argument qui pouvait prêter à critique, mais qui touchait surtout l'histoire des idées, la critique du pouvoir, les controverses religieuses, et aussi un petit peu du libertinage, même si ce n'est pas une très grande partie dans la collection. Donc tout ça, c'est très intéressant aussi à mettre en avant. Donc on a cette collection, mais aussi les histoires, des collections locales qui ont été rattachées à la collection de Louis Médard de la bibliothèque, de l'ancienne bibliothèque municipale de Lunel, et aussi les archives historiques de Lunel qui sont souvent montrées dans notre musée et qui font partie aussi de l'histoire de la ville. Donc tout ça, c'est parmi les thèmes qui nous ont permis de construire un projet scientifique autour du musée. Pour parler de quelque chose qui touche donc l'espace, le parcours, donc on est parti sur un parti pris assez contemporain. Donc on a la belle façade que vous avez vue, la façade d'origine 18e siècle qui est restée d'origine, mais à l'intérieur, tous les espaces ont été rénovés et on peut dire transformés en lien avec le projet de musée. Donc on a créé sur 3 niveaux, surtout sur 2, un parcours pour le public. Et on a dû aussi mettre en compte prendre en compte toutes les particularités de la conservation pour la climatisation, pour l'hygrométrie, pour la bonne conservation des collections. Et sur ce parcours, on a aussi des thèmes que vous retrouvez. Donc ici, par exemple, dans le hall d'escalier, vous avez des lettres. Donc on a des textes qui sont très présents dans la muséographie. Ici, par exemple, vous avez des citations de l'Énéide de Virgile pour faire référence à ce texte qui pour lui est vraiment très important et très fondateur dans sa passion pour le livre. On a le portrait du donateur, qui est le seul portrait qui existe de Louis Médard, qui avait été aussi retrouvé dans une circonstance un peu surprenante. C'était un portrait qui était abandonné dans un local de la mairie. Et seulement à travers la photographie d'un descendant de la famille Médard, on a pu faire le lien entre Louis Médard et ce portrait. Donc on a pu le restaurer, même s'il était très endommagé. Il est bien sûr placé dans son cabinet. Il a été aussi utilisé pas mal dans la muséographie. On a les textes qui, je disais, traversent aussi sur pas mal de murs, les portes, les fenêtres, des citations d'auteurs, mais des citations d'ici des notes manuscrites de Médard qui parlent souvent aussi de sa bibliothèque, de comment classer une bibliothèque. Donc tout ça enrichit le parcours, le personnalise en lien avec le donateur. Et par rapport à l'étude graphique, donc c'est le graphiste Eric Paul Simon qui était associé
au projet et qui a travaillé aussi le logo du musée. Donc c'est ces 3 livres qui sont stylisés et qui en même temps évoquent le M de musée et de Médard, qui constitue donc le logo du musée. On a donc le point d'ancrage, on peut dire, de la collection au milieu du musée. Donc nous, on n'a pas forcément une collection permanente parce qu'on a une collection constituée surtout des livres, mais on a une salle permanente, c'est la bibliothèque du donateur. Donc c'est le cabinet du bibliophile au premier étage. Et donc il a été reconstitué idéalement pour donner une idée de son cabinet chez lui à Montpellier, dans sa maison, avec les armoires qui étaient à lui. Donc l'armoire, la seule armoire fermée, c'est l'armoire de la collection du petit catalogue, donc les ouvrages qui ne devaient pas être montrés tout d'abord, mais à travers l'aide d'un bibliothécaire. Et tout s'est rangé de bibliothèque avec le classement du donateur. Il y a aussi son bureau, quelques tableaux de sa collection de famille qui sont placés dans cet espace. Notre salle importante dans la muséographie, c'est la salle qu'on appelle des oiseaux. En référence à l'histoire naturelle des oiseaux, c'est en référence à ces trésors, c'est l'édition de luxe en 10 volumes, l'édition originale, avec toutes les gravures en couleur de l'ouvrage de Buffon. Et donc il est né pour mettre en valeur aussi dans les murs cet ouvrage, mais en fait il le change, il évolue en fonction de chaque présentation, à travers des vitrines, à travers différents dispositifs. Et c'est donc une salle qui participe à chaque fois. Nous avons deux expositions par an au musée. Et donc la salle aussi est présentée 2 fois dans l'année d'une manière différente. Et encore un autre espace, ce qu'on appelle nous le cabinet des curieux. Et c'est encore un hommage à cet univers du collectionneur qu'on a voulu mettre au cœur du projet et de la volonté de muséographie et de mise en avant. Donc c'est un espace fixe de vitrines avec des vitrines de différentes tailles où on peut montrer les trésors, des particularités de la collection qui sont souvent aussi des objets. Ici par exemple on a des maquettes de presse qui font partie aussi de nos collections et des matrices de gravure. Et on le renouvelle aussi périodiquement et on peut mettre aussi en lien des dispositifs multimédia. Justement, la grande difficulté pour montrer le livre, c'est ouvrir une page, ne pas montrer le reste de l'ouvrage. Et on a aussi souvent des tablettes qui nous permettent de feuilleter virtuellement certaines pages de chaque ouvrage et de montrer aussi d'autres images. Donc c'est de montrer non seulement les curiosités du collectionneur, mais le collectionneur même, son approche, sa manière de recherche. Ici, par exemple, pour l'exposition actuelle qui est consacrée au papier, nous avons mis en avant l'intérêt de Médard pour les différents papiers, comment il classe aussi les ouvrages par type de papier et comment s'organise un peu sa manière de classement. Et les salles d'exposition temporaire, qui en réalité sont aussi les autres, sont au rez-de-chaussée avec 2 salles, plus une petite salle vidéo, dans laquelle on fait vivre à travers une scénographie et plusieurs vitrines, donc des présentations temporaires. Donc ici, une exposition consacrée à François Ier. Encore un clin d'œil aux collections. Nous avons aussi des livres qu'on appelle les livres truffés. Donc les bibliophiles aimaient rajouter des documents qui ne faisaient pas partie des documents d'origine, des éditions d'origine. À gauche, la reliure a une miniature incrustée de son frère David, donc, qui habitait à Cadix et qui était son frère qui devait rejoindre pour travailler avec lui. Et à droite, une relique présumée de Jeanne d'Albret,
dans un ouvrage consacré à Henri IV. Donc c'est le relieur qu'il a placé. Donc c'est un fragment de robe appartenu entre guillemets à Jeanne d'Albret qui est dans cet ouvrage. Comment Médard personnalise aussi ses livres. En fait, il les classe, il étudie tous les outils de bibliographie, les manuels, les différents manuels de classement, les auteurs anonymes, comment les reconnaître, identifier un ouvrage. Et il écrit des notes qui introduisent l'ouvrage. Il y en a à peu près 800 et ils sont reliés avec le corps d'ouvrage. Et on les appelle, nous, des préfaces. Ils sont calligraphiés par ses secrétaires avec en général une très belle calligraphie. Et on retrouve souvent, ce qui fait vraiment pour nous un grand intérêt, les circonstances d'acquisition. On dit qu'il a vu cette édition mise en vente à telle vente, par exemple le bibliophile Charles Naudier, ou c'est grâce à son ami qu'il a pu l'acquérir à tel prix, et pourquoi il a préféré telle édition à une autre, peut-être plus grande en format, mais moins belle en termes de papier, en termes de qualité. Et après, un grand développement qui s'inspire aussi des bibliographes de l'époque sur l'auteur, sur l'ouvrage, sur les différentes éditions. À droite, encore une autre particularité des frontispices qui sont calligraphiés avec vraiment tout un art aussi donné par des maîtres calligraphes. Donc ici, il a mis ensemble toute une collection de pièces de théâtre de l'époque républicaine et de l'époque révolutionnaire, ce qui est vraiment un autre ouvrage vraiment unique dans la collection. Il en a fait dessiner un frontispice qui justement n'existait pas à l'origine. Les manuscrits du Moyen-Âge n'avaient pas bien sûr un frontispice d'origine, et donc il demande encore à un calligraphe de faire sur parchemin un joli frontispice avec des fioritures, avec des figures dans ce que vous voyez ici pour le manuscrit le plus ancien de la collection, un sautier du XIIe siècle. Je vous ai parlé de la reliure et le fait que la collection du musée n'est pas figée, n'est pas juste la collection de Médard, mais parmi aussi disons les règles qui font qu'on a pu avoir l'appellation Musée de France, c'est qu'on doit être aussi une collection qui s'enrichit progressivement. Et ici, ça a été une très belle acquisition en 2010 des reliures, des fers adorés des relieurs de l'époque de Médard, en particulier de la famille Cimier, qui étaient des grands relieurs, les relieurs du roi de l'époque. Donc, c'est les plaques qu'on imprimait sur le cuir à chaud avec des motifs décoratifs plus ou moins importants et dans tous les détails du livre. Ce qui nous a permis aussi de faire le lien parfois vraiment direct entre la plaque et le motif de la reliure de la collection de Louis Médard. Ici, même avec son monogramme LM, les lettres entrecroisées sur la reliure. On a des maquettes de presse qui ont été acquises aussi pour les collections du musée. Vous avez ici la presse de Gutenberg en miniature. Et des matrices de gravure, comme ici ces matrices du XVIIIe siècle. Donc un musée qui vit aussi à travers des activités ouvertes au public, comme des ateliers qui sont toujours tournés vers le livre et les arts et métiers qui sont liés au livre, ou ici la fabrication de papier, ça peut être la calligraphie, l'enluminure, le papier marbré, plein de thèmes qu'on enrichit aussi au fur et à mesure de nos projets d'exposition. Et des visites thématiques qui sont bien sûr proposées au public pour faire découvrir la collection, la bibliothèque et chaque exposition présentée au musée.
je ne vais pas m'attarder sur les éléments de muséographie, on les a déjà vus. Et je voudrais vous faire un petit parcours pour vous donner quelques exemples d'expositions, pour montrer aussi comment notre collection, donc à la base, voilà, on pense plutôt aux obstacles, et après, en étudiant, en réfléchissant, en travaillant sur un projet, en développant plein de pistes de recherche, on peut se retrouver aussi parfois surpris par la variété de thèmes qu'on peut proposer au public, qui nous permettent parfois des ouvertures vraiment incroyables par rapport à des projets, par rapport aussi à des partenariats qu'on peut développer. Donc ici, c'était une exposition sur François Ier avec son affiche. Mais je vais passer à la suivante. De l'enfer de femme, c'était une mise en avant de la collection des ouvrages censurés, à travers l'image de la femme, à travers les éditions écrites, les éditions illustrées de la collection et de l'enfer. Et on les explorait aussi à travers différents thèmes dans l'exposition. Donc, par rapport à la scénographie, donc nous n'avons pas de gros moyens, mais nous avons à chaque fois l'envie et nous arrivons à peu près à changer la disposition des vitrines, d'enrichir le parcours avec des images, des textes, et en mettant en avant certains documents, certains thèmes qui sont traités dans l'exposition. Des petites mises en scène, comme ici la découverte des contes de La Fontaine, des contes licencieux de La Fontaine, avec un ouvrage qui nous avait été prêté par la médiathèque Émile Zola de Montpellier, avec des versions qui avaient été refusées à l'édition, pour l'édition des Fermiers Généraux au XVIIIe siècle, donc des gravures refusées. Donc on avait mis en avant notre exemplaire, le plus officiel, avec cet exemplaire avec les gravures refusées, avec cette découverte possible. On avait invité aussi un comédien avec une pièce très intéressante qui donne la parole aux femmes dans l'histoire, et parmi des écrits de femmes à travers les siècles, une parole qui était souvent niée et donc qui trouvait un lien très fort avec notre propos d'exposition. Nicolas Racca avec son spectacle Les Silencieuses. Une exposition avec un point en relation avec l'histoire de Lunel, qui est aussi un des thèmes forts de notre projet scientifique. Lunel en sel, c'est l'histoire de Lunel qui était une grande place, une place importante dans le commerce, dans l'exploitation du sel dans la région d'Aigues-Mortes, à travers des documents d'archives, des archives très riches qui appartiennent à la ville, avec des parchemins, des actes de privilège, les compois qui sont présents dans ces riches collections, qui sont assez étonnantes par rapport parfois à la taille, à la dimension de ces documents dans lesquels on retrouve l'histoire du commerce et l'histoire économique de la ville. On avait mis en regard des ouvrages toujours en lien avec le sel de la collection du musée. Et on a découvert, on fait souvent des découvertes, un sceau royal qui était caché sous une enveloppe en papier, un parchemin, qu'on a fait restaurer. C'était un sceau royal dans un acte de privilège pour l'exploitation du sel par les habitants de Lunel. L'histoire des poissons aussi. Et avec cette exposition, j'ai voulu, et c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup de satisfaction, associer à peu près à chaque exposition l'œuvre ou l'interprétation d'un artiste contemporain qui puisse dialoguer autour d'un thème, d'un projet, d'un ouvrage en particulier. Et ici, c'est la peintre Anna Baranek, et que vous voyez dans la partie haute de la vitrine, un dialogue avec des documents historiques, des documents avec un très long parchemin du Moyen-Âge
des archives de l'UNEL. Anna Baranek, qui habite Aigues-Mortes, a travaillé sur les images des montagnes de sel de son entourage et avec des souvenirs aussi de son enfance en Pologne. Et là, elle a composé aussi des images pour un livre qui justement s'intitule en polonais Montagne de sel. Et si vous en avez une image de cette création, et vous la voyez ici en expliquant un tableau à elle. Une exposition avec ou sans couture sur la rayure, avec une collaboration, un partenariat très important avec l'association des amis de notre musée, et qui organise un prix de la rayure contemporaine tous les 2-3 ans à peu près. Et donc on participe et on s'associe aussi pour une présentation patrimoniale et artistique de la rayure. Et ici, c'était en 2016. Et on a créé un parcours historique à travers, ici par exemple, le thème du Moyen-Âge, de la dorure, à travers différentes formes de mettre en valeur l'art de la rayure. Un rayeur, Alain Coren, qui est basé à Rodez, qui travaille aussi plusieurs matières, ici la pierre, le verre, et qu'on a aussi acquis cette rayure en particulier dans les collections du musée. Donc les couleurs, les formes de la rayure étaient mises en avant dans cette exposition, tout comme l'œuvre sans rayure, sans couture classique de Jean-Charles Legros, un artiste qui fait des livres d'artistes et qui nous a présenté une sélection d'ouvrages nés en lien et en collaboration avec des auteurs, avec d'autres artistes. Une autre exposition qui a eu un certain succès auprès du public au pays des Indiennes, l'entreprise de Louis Médard, c'était la découverte de l'activité commerciale de Louis Médard. Je vous ai parlé de ces archives très riches qui sont à Montpellier et qui nous ont permis de faire un focus sur cette activité. Ici, on a même récupéré, grâce à une personne qui travaille dans le domaine du textile, ce qu'on appelle une pièce avec la marque de fabrique. Ici, c'est la marque de l'édition en fait, de la personne qui distribuait. C'était la société Médard et Parlier, la société de Louis Médard avec Jean Parlier. Et ici, tous les comptes, les registres de comptabilité, la création de la société, le siège qui était à Montpellier de la société. Donc on avait vraiment fait une présentation très riche pour donner une idée de cette activité de Louis Médard. Les carnets qui étaient envoyés par les fabricants de tissus pour faire un choix et pour les acheter, les distribuer. Donc des bleus qui venaient surtout de Normandie et de Bolbec, qui étaient envoyés et qui sont conservés dans ce fonds d'archives. Tous les dessins, les échantillons envoyés par Bruxelles, par la Suisse, par plein de pays différents à la société Médard et Parlier. Et deux artistes, encore Jean-Charles Legros et Mireille Laborie, qui ont travaillé d'une manière imaginaire sur un manteau de Louis Médard qui s'inspire de plusieurs motifs liés à l'histoire et à la biographie de Louis Médard. Il y a des chaussures qui prennent appui aussi sur des motifs des tissus imprimés de l'époque de Médard, avec aussi un catalogue de mode proposé par ces artistes. Et des malles qui évoquaient un peu le voyage de ces tissus à travers les pays. La foi protestante aussi très importante pour Médard. Et on a célébré en 2017, avec le 5e centenaire des thèses de Luther, on a mis en avant le fond de nos collections et aussi l'histoire protestante de l'UNEL et de la région. Donc on a commencé aussi à avoir beaucoup de partenaires, de musées, d'institutions, qui grâce à leurs prêts, on peut enrichir nos présentations.
Et donc ici, je vous montre quelques images prêtées, par exemple, le musée du désert à Mialet, dans les Cévennes. Donc tous ces objets des célébrations qui étaient interdites à l'époque des protestants, comme ici, vous les voyez, présentés dans une vitrine. Et l'histoire de la communauté protestante de Lunel, grâce à des archives qui sont toujours à Lunel. On a invité à cette occasion un artiste qui joue beaucoup avec de petites mises en scène, qui s'appelle Sébastien Simon, qui travaille aussi beaucoup sur les mots et qui a créé des petits univers dans la partie de vitrine du cabinet des curieux, en s'inspirant de l'histoire des protestants, et avec des fragments de reliques, des fragments de textes, des liens avec certains ouvrages. Ici, c'est une carte de Cévennes avec des points rouges, avec tout un itinéraire imaginé par l'artiste. Et encore, les oiseaux et l'histoire des oiseaux de Buffon, mis en avant dans cette exposition Un vol et un chant, entre 2017 et 2018, avec, donc on doit imaginer toujours autre chose, et on a imaginé de donner du son à l'exposition, donc quoi de mieux que les oiseaux. Donc on a demandé à un musicologue expert dans l'enregistrement des chants d'oiseaux de nous aider, de collaborer avec nous, c'est Bernard Faure. Il nous a, donc on a sélectionné ensemble des oiseaux de la région du sud de la France. Et on a choisi les images dans l'histoire des oiseaux de Buffon avec les gravures et le texte, et avec l'enregistrement du chant d'oiseaux qui était disponible pour le public. Donc on a créé une dizaine de vitrines. On a aussi mis en avant des objets, toujours qui font référence à cet ouvrage qui a eu une très grande fortune, y compris les déclinaisons dans les arts décoratifs. La très belle huppe qui fait partie de ces gravures en couleur de cet ouvrage, et l'œuvre d'un graveur qui s'appelle Jean-Marie Granier, originaire de Cévennes, avec un centre qui garde son œuvre, qui nous a permis de montrer l'œuvre gravée et dessinée de cet artiste, qui a aussi beaucoup dessiné et gravé des oiseaux. Et au premier étage, une plasticienne, Laure Essinger, qui travaille le papier végétal. Donc c'est elle-même qui crée ces papiers végétaux et qui donne des formes organiques à ces papiers, et qu'on a voulu mettre en résonance avec l'univers des oiseaux qui était exposé surtout au premier étage. Donc ici, c'est une forme qui était au milieu de la bibliothèque. Et là, investi aussi pas mal de vitrines avec des créations originales faites exprès pour notre exposition. Les Lumières, et l'époque des Lumières très importante pour Louis Médard, avec cette exposition qui célébrait les 250 ans de la naissance de Louis Médard en 2018. Donc on a voulu montrer comment on peut considérer Louis Médard comme un fils de lumière. On a mis en avant des thèmes très forts dans sa bibliothèque, dans sa vie, dans sa biographie, et on a permis de les explorer à travers différentes présentations d'ouvrages et de documents des collections. Donc bien sûr, tous les dictionnaires, les encyclopédies étaient mis en avant dans la présentation, comme ici l'encyclopédie de Diderot d'Alembert au milieu de la salle des oiseaux. Et un petit dictionnaire de mots importants pour la lumière, qu'on a illustré avec des ouvrages de la collection de Louis Médard, qui étaient déclinés dans les vitrines du cabinet des curieux, avec aussi parfois des objets en lien. On a souvent aussi, parmi les surprises, quand on prépare une exposition, on avait un ouvrage de référence sur les antiquités au XVIIIe siècle, qu'on présentait dans cette vitrine. Et on a retrouvé au musée Fabre
un tableau qui représentait exactement cet ouvrage. On avait la référence du volume de la page et on a pu présenter l'ouvrage à côté du tableau qui était un devant de cheminée utilisé pour décorer une maison au XVIIIe siècle. Et une autre artiste qui fait surtout de la gravure, Edith Schmidt, qui travaille énormément le mot et l'écriture et qui avait créé ces mots lumière à travers tout un travail sur la gravure, surtout la gravure à l'eau forte. Voilà, dispositif immatériel, donc je vous présente ici un hologramme. Donc c'est un dispositif qui permet de donner de l'animation. C'est quelque chose qu'on a pu faire pour l'instant 3 fois avec trois réalisations par une société spécialisée. Et nous permet aussi de montrer cette bibliothèque qu'on voudrait rendre le plus possible accessible et parlante au public. Donc on a du contenu qu'on peut mettre à disposition, mais ici c'est encore une manière assez vivante. Ici c'est Louis Médard même qui a été mis en animation et qui parle à travers ces mots. On a un manuscrit du Moyen-Âge qu'on peut explorer à travers cette animation. Donc c'est quelque chose qu'on essaie grâce aussi parfois à des subventions, à des projets spécifiques, parce qu'il y a quand même des coûts qui sont très importants pour la réalisation, qu'on essaie de mettre au cœur de nos présentations. Grâce aussi toujours à la technologie, on a pu réaliser aussi en 3D le buste à partir du portrait de Louis Médard, en 3D, donc en résine, mais pour donner une forme, un volume à l'image de Louis Médard qui est connu seulement à travers son portrait. Encore, je vous fais encore 2 exemples d'exposition, les livres animés pop-up. Et on voulait montrer que le livre animé n'est pas une invention récente, mais c'est quelque chose. Les livres animés existaient déjà au XVIe siècle avec des dispositifs dans lesquels on pouvait tourner, comme ici dans des livres sur les planètes, sur un ouvrage du XVIe siècle d'Appian, une cosmogonie, dans lequel on pouvait tourner ces disques pour changer de position et pour étudier justement les astres. Donc c'est un ancêtre des livres animés d'aujourd'hui. Et une créatrice de livres animés, Gaëlle Pellachot, qui les interprète aujourd'hui à travers plusieurs techniques et plusieurs idées. Donc on avait aussi des alphabets, des abécédaires, et qui sont vraiment très, très, très intéressants. Et l'association dans la même expo avec des éditeurs qui font un travail plus classique d'édition sur le texte imprimé toujours au plomb, les caractères en plomb, avec des anciennes presses, et la gravure à la manière noire. C'est Judith Rothschild et Marc Lintott qui sont les éditeurs Verdigris basés à Octon, vers l'Odève. Et encore un autre univers, celui des papiers décorés, des papiers qui sont souvent dans le livre, dans les pages de garde, pour les décorer, des papiers souvent marbrés. Donc c'est une technique qui est encore liée au livre, mais qui s'est aussi ouverte sur des propos plus décoratifs par rapport à des murs, par rapport à des objets décorés avec ces techniques. Et on a demandé à 12 créateurs d'aujourd'hui de nous faire des créations pour notre exposition Feuilles et Merveilles. Donc c'est la salle qui les présente. Des créations plus originales d'un créateur plus de mots qui a utilisé la technique pour un jeu de mots et pour cette création. Et des liens très forts aussi avec le textile, parce que beaucoup de motifs des papiers décorés, on les retrouve aussi dans le textile et dans les tissus imprimés, surtout du XVIIIe siècle. L'équipe du musée, s'inspirant d'une gravure du XVIIIe siècle,
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les métiers qui sont représentés par des hommes qui sont habillés avec les outils de chaque métier. Il y a aussi l'imprimeur, il y a toutes sortes d'artisans, de créateurs habillés avec les objets. Et donc le dominotier, le créateur de papier décoré imprimé, et la dominotière aussi, la dame, était une dame habillée avec ses papiers. Donc nous avons reconstitué une dominotière avec ces papiers pour l'exposition. Et une projection aussi pour donner l'ampleur et les possibilités aussi de reconstitution virtuelle de ces motifs de la marbrure en projection. On a eu aussi la chance de rentrer dans un dispositif national. Le catalogue des désirs, c'était les œuvres de musées nationaux mises à disposition un peu dans toutes les régions pour une durée limitée, pour un prêt. Et on a pu avoir une des meilleures copies du tableau de l'assassinat de Marat du château de Versailles. Et pourquoi on a demandé ces tableaux? Pourquoi on a dans la collection des ouvrages assez rares qui concernent Marat et la Révolution française. Du coup, on a pu faire une exposition qui a eu pas mal de succès autour du tableau, autour de ces documents. Et on a aussi pu montrer un cahier de doléances des habitants de la ville de Lunel, conservé dans les archives de Lunel. On a aussi fait une exposition sur l'Égypte. Donc, je vais un peu rapidement. Donc avec un partenariat avec FIJAC, la maison, le musée des écritures du monde de FIJAC, et l'association avec un photographe qui a travaillé en Égypte et en lien avec la civilisation égyptienne. Donc notre musée, donc, je disais le public très important, on a l'ambition d'ouvrir au plus grand nombre toutes nos activités, nos ateliers, et nos animations. Ici, pour vous montrer un peu le côté spectaculaire, une projection sur la façade du musée pendant la nuit du musée en 2017, en s'inspirant des collections du musée, les reliures et la marbrure dans des ouvrages de la collection. Donc les petits bibliophiles, c'est une animation qui a été créée par le musée à l'ouverture et qui continue à exister. Donc c'est proposé aux enfants pendant les vacances scolaires, mais aussi pendant l'été, des ateliers thématiques et pratiques qui sont toujours associés à une visite du musée. Donc pour les médiateurs, pour notre service du public, c'est toujours important de montrer d'abord le musée et puis de faire un travail pratique en lien avec les collections du musée. Donc ici, bien sûr, l'ouvrage sur les oiseaux de Buffon avec une création personnelle. Les adultes aussi sont conviés souvent à des ateliers toujours pratiques, mais qui peuvent être aussi des ateliers d'écriture. Et je voulais aussi donner quelques mots comment, parmi les collections qui s'enrichissent, un des thèmes aussi portants, c'est par exemple l'entourage de Louis Médard. Et on a trouvé un ouvrage qui était dans la bibliothèque de Jean Parlier, qui était l'ami associé de Louis Médard, Jean Parlier, chez un libraire à Barcelone. Et c'était un ouvrage, pour le jeu de circonstances, un ouvrage lyonnais, très important du XVIe siècle, étudié par une ancienne collègue amie qui a écrit un livre sur cet ouvrage, qui fera une conférence chez nous. Donc c'est Bernard Salomon qui a fait les illustrations pour l'éditeur Jean de Tourne de ce livre Portraits d'hiver. Un livre composé uniquement de gravures qui sont très intéressantes, dans lesquelles on retrouve aussi cette représentation de Lyon. Et ce lien, on a pu le retrouver avec une exposition plus actuelle qu'on a fait autour de Jean Hugo, qui est un artiste du XXe siècle, peintre, décorateur, qui a été aussi un grand illustrateur, arrière-petit-fils de Victor Hugo, qui a eu un héritage en masse à Lunel, et qui a travaillé aussi au XXe siècle sur une édition de La Saucée de Maurice Sèvres, et qui a illustré en s'inspirant aussi à des gravures anciennes, comme ici on voit clairement l'inspiration par
la gravure de Bernard Salomon. Voilà, c'était l'expo précédente, Jean Hugo, un univers dans la main, qui nous a permis de faire découvrir cet artiste en lien avec l'histoire de Lunel, cette présence, parce qu'il y a aussi des collections chez la famille qui sont encore très importantes à Lunel de son œuvre, et des sérigraphies, des documents, des peintures, des livres illustrés, parce qu'il en a illustré une centaine au cours de sa carrière. Et un lien aussi très fort avec les livres illustrés qui nous a permis de montrer une petite histoire du livre illustré à travers aussi les ouvrages de notre collection. Donc une vitrine consacrée à Victor Hugo, qui est quand même un peu à l'origine de cette famille, de la réputation et de l'importance de cette famille. Une invitation et aussi un projet, je termine avec ce projet, avec un street artiste qui travaille beaucoup l'écriture, qui s'appelle Nolac, qui travaille à Montpellier. On a travaillé avec une association qui est spécialisée dans la mise en valeur du street art et des street artistes, avec un collège de Lunel et avec différents enseignants, pour faire un projet avec des collégiens sur une création, sur une œuvre. Et ici, ça a été une œuvre aussi participative, faite aussi par le public pendant la nuit de musée, avec un grand panneau décoré avec des écritures imaginaires qui ont été proposées par l'artiste. Et une œuvre réalisée par l'artiste même, qui a été offerte au musée aussi à la fin de ce projet. Et je termine avec, on vient tout juste d'ouvrir cette exposition qui s'appelle Fou de papier, encore un hommage à l'univers du collectionneur Louis Médard, mais aussi des collectionneurs de son époque et des collectionneurs d'aujourd'hui. Donc on a voulu ouvrir, donc à l'origine c'est l'amour du papier, l'amour du livre, mais aussi l'amour du document, du témoignage, de la mémoire. Et l'amour de la matière, ça peut arriver aujourd'hui aussi à l'amour de quelque chose de plus éphémère, de plus modeste, d'un tout petit papier avec des spécialistes que vous pourrez découvrir dans l'exposition, qui vraiment ont des passions incroyables pour toutes sortes de supports papier. Et donc c'est encore une fois essayer d'ouvrir vers aujourd'hui une histoire, un phénomène, une mode aussi, et donc c'est une autre manière de faire découvrir notre collection et notre univers au public. Je reste à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci beaucoup, M. Galéry, pour cette magnifique conférence qui, j'espère, va vous inciter à vous précipiter tous à Lunel pour visiter ce musée très riche et très dynamique surtout, avec une imagination débordante pour toutes les expositions que vous présentez et une grande originalité. Donc je suppose que votre exposé va susciter un certain nombre de questions. Qui veut démarrer ? Allez, un bon mouvement. Il faut qu'il y en ait un qui commence, après ça va. Tout simplement, je n'ai pas entendu, actuellement la bibliothèque le musée est ouvert de quel rythme ? Donc c'est une ouverture hebdomadaire du mercredi au samedi. Et on a des créneaux d'ouverture et on a des créneaux possibles aussi de réservation de visites au-delà de l'ouverture au public. Et avec cette transformation en musée, on a perdu disons le fonctionnement bibliothèque. Donc ce n'est pas forcément une bibliothèque avec un fonctionnement de bibliothèque, mais la collection reste quand même disponible parce que nous avons un centre de documentation qui est aussi disponible sur rendez-vous. Donc les originaux, c'est toujours possible de les consulter sur demande
une demande bien sûr justifiée et avec un rendez-vous. Merci. Oui, vous avez présenté donc des activités donc multiples, dont des expositions au rythme de, enfin j'ai eu l'impression donc 2 ou 3 par an, et des expositions très variées et riches. Et je me demandais donc le fonds lui-même, qui a été offert donc à la commune, donc ça n'a pas coûté grand-chose, donc ensuite il a fallu donc aménager, il faut du personnel pour toutes ces activités, et je me demandais si pour une ville comme donc de seulement 25 000, enfin seulement entre guillemets 25 000 habitants, si ça posait pas de problème des fois d'une part, et puis d'autre part les expositions sont très multiples, et je me demandais donc quel était l'accueil des habitants locaux, quoi, et leur participation. Oui, alors, quand je suis arrivé, il y avait un rythme qui était intenable de 3 expositions par an. Intenable si on avait l'ambition de faire quelque chose vraiment de varié, d'intéressant. Sinon, si c'était juste de remplir les vitrines avec quelques ouvrages, c'était autre chose. C'était vraiment pas un projet pour un musée de France. Donc on a dû s'adapter à un rythme de 2, qui c'est déjà assez énorme, avec 2 périodes de fermeture pour les préparer, parce qu'il faut aussi pas mal de montage. L'équipe, on a eu la chance d'avoir vraiment un soutien très très fort de la municipalité qui a vraiment voulu avec une grande force le projet, et une grande volonté politique qui a fait si aussi que l'équipe, à partir au début il n'y avait que 2 personnes, et s'est enrichi jusqu'à 7 personnes, justement pour couvrir tous les aspects qui sont liés à la médiation, à la conservation, à la régie d'œuvre, et vraiment pour permettre de faire tout ce qui est nécessaire. Et vous disiez, voilà, comment fait l'UNEL, ou si c'est évident ou pas. Alors, ça dépend. Comme il y a eu ces soutiens, voilà, je disais qu'il venait de soi, que vraiment, ça a été vraiment le premier musée ouvert avec cette volonté très forte. Mais je ne cache pas qu'entre-temps, il y a eu aussi des élections, il y a eu des changements. Et ce n'est pas évident de faire comprendre au nouveau que c'est un musée avec son intérêt, avec ses points forts, avec ses bilans aussi qui sont quand même positifs. On est arrivé à 10 000 entrées par an de visiteurs, ce qui est pas mal. Et autre chose que je n'ai pas dit, il y a eu le propos qui pour l'instant est resté encore d'actualité aujourd'hui, d'une gratuité complète de tout, des visites, des ateliers, d'une certaine manière pour respecter idéalement le propos de Louis Médard, hein, donc de transmission et d'ouverture au public. Donc c'est un travail qui se fait de longue haleine. Nous, ce qui nous permet d'exister, de continuer à exister, c'est aussi qu'on a cette appellation Musée de France. On a un projet scientifique qui doit s'inscrire dans la pérennité. Donc pour nous, avoir un projet, c'est quand même un bon point d'appui pour faire valoir, mais c'est quand même un travail qui nécessite beaucoup voilà, qui se fait au quotidien et qui n'est pas évident toujours, hein, parce que aussi on a souvent cette réflexion, musée du livre ancien, c'est un musée vieillot, le livre n'a plus rien à dire aujourd'hui, donc on doit toujours faire face à ces genres de réflexions parfois, et à les démentir avec ce qu'on fait, inviter les personnes à venir sur place pour voir ce qu'on fait avec les scolaires, par exemple, et pour montrer qu'on peut imaginer plein de choses autour du livre et autour de l'écrit. Raison de plus pour vous précipiter tous à l'UNEL pour voir ce musée. Et je vous garantis, pour l'avoir moi-même visité,
qu'il est vraiment très, très intéressant, très moderne. Et moi, je suis ébahi par la diversité de ce qui peut y avoir lieu dans ce musée. En plus, le cadre est très joli. Et la ville est intéressante aussi parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments anciens qui sont tout à fait intéressants. Une autre question ? Je ne sais pas bien utiliser le micro, mais je confirme ce que vient de dire monsieur. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter ce musée. Je vous invite aussi à y aller, tous. Ma question porte sur les expositions. Est-ce qu'elles voyagent en France, à l'étranger ? Enfin, il y a un tel travail, une telle invention, une telle stimulation, je trouve, intellectuelle et artistique. C'est dommage que... Enfin, je me pose la question de savoir ce qu'elles deviennent. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore eu la possibilité C'est vrai que ça pourrait être intéressant et surtout pour d'une certaine manière, pour rendre notre travail plus visible, rentable. Et, voilà, il en a été question, par exemple, pour Jean Hugo, cette exposition. Donc peut-être ça pourrait être possible, mais pour l'instant, on n'a pas eu vraiment ni le temps, ni des propositions pour le faire. Dommage. Oui. Et sinon, voilà, je voulais dire que parmi les partenaires, donc on est parti tout juste d'un partenaire, une bibliothèque, un musée de la région, et puis on a pu vraiment élargir vraiment beaucoup pour arriver à l'imprimerie nationale avec les universités, avec des musées, différents musées. Et donc on a, grâce aussi au Musée de France, on a pu avoir aussi la possibilité d'avoir une certaine fiabilité pour avoir de plus en plus la possibilité d'avoir des prêts des autres institutions. Une autre intervention ? Oui, je voulais dire que quelquefois, on fait connaître aussi des collections. Par exemple, le MUSEM à Marseille, vous savez, c'est le musée des traditions populaires. Ils ont des collections énormes. Et pour l'exposition sous le papier décoré, par exemple, on a découvert un fonds qu'ils ont dans les réserves. Et quelquefois, on permet même aux conservateurs de ces musées de découvrir leurs fonds, parce que c'est l'occasion de voir des pièces, de voir vraiment des pièces, parfois des trésors qui ne sont jamais montrés. C'est vraiment très enrichissant aussi de l'échange avec les collègues. Si ça peut permettre au MUSEM d'enrichir un peu sa collection, sa présentation permanente, ça serait plutôt bien. Une autre question ? Non ? Eh bien, ce label Musée de France, il n'est pas tombé du ciel, je pense. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment on en est arrivé là ? Donc, j'ai un peu survolé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Pour être Musée de France aujourd'hui, il faut quand même respecter plusieurs conditions. Donc, il faut être une collection qui soit visible, accessible pour le public. Elle doit être montrée. La collection doit être complètement inventoriée. La collection doit s'enrichir. Elle doit respecter de bonnes conditions de conservation. Et surtout, avec toutes ces règles qui doivent être sous-jacentes, il doit y avoir un projet qui doit s'appuyer sur un propos très fort, les collections. Donc on doit avoir des lignes, des thèmes qui sont développés dans le projet scientifique et culturel. Et dans ce projet, on doit vraiment voir dans les 10 ans à peu près comment le musée peut évoluer, qu'est-ce qu'il peut proposer au public. Donc c'est quelque chose... et donc voilà, ça me permet de vous dire que ça n'a pas été du tout facile. Et pourquoi ? Surtout parce que on a des catégories qui parfois sont assez figées. Donc un fonds patrimonial qui est surtout lié à une bibliothèque
pour beaucoup auprès du ministère de la Culture, c'était égal bibliothèque patrimoniale. Donc pourquoi vous n'êtes pas une bibliothèque patrimoniale comme il y en a plein d'autres en France, et pourquoi vous voulez être musée? Donc il y a eu quand même beaucoup d'arguments qui ont été mis en avant, beaucoup de soutien aussi qui nous ont permis d'avoir un appui. Et on passe en commission nationale qui décide vraiment l'attribution de l'appellation, avec beaucoup de membres qui sont souvent des conservateurs. On avait le directeur du Louvre dans le jury qui justement a posé cette question, pourquoi une bibliothèque veut devenir un musée. Et donc on doit quand même convaincre qu'on veut être un musée, même si on est un musée bien particulier, un musée du livre, et pourquoi on veut devenir un musée. Et pourquoi on développe ça, et pourquoi. Et les points aussi des thèmes qui doivent être vraiment très pertinents, en lien avec l'histoire, l'historique, des collections, du donateur. Et on doit aussi proposer des ouvertures, comme nous on l'a fait avec la création contemporaine, mettre en avant aujourd'hui l'envie d'être collectionneur. Donc c'est parmi tous ces points qui nous ont permis d'obtenir l'appellation en 2017. Moi j'ai une question. Vous avez noté, vous avez mentionné que vous aviez une association des amis du musée de Lunel. C'est bien. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils vous aident beaucoup? Est-ce qu'ils enrichissent le musée? Alors, ils sont assez dynamiques, assez actifs. Ils ont un peu du mal à se renouveler. C'est toujours les mêmes qui portent... ça, c'est étonnant. Mais ils ont envie que le musée évolue. Et l'autre chose assez intéressante, c'est qu'on construit vraiment des projets ensemble. Donc pour l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition du concours de la reliure. Donc on invite des relieurs contemporains à s'exprimer avec un ouvrage relié. Et on choisit ensemble un thème. Le prochain sera la dorure, l'art de la dorure, l'or d'une manière plus générale. Comment l'interpréter aussi d'une manière contemporaine. Et nous, on fait une exposition en lien. Donc on fait une exposition en écho, donc historique, sur la symbolique, mais aussi sur la technique. Donc c'est quand même intéressant. Donc ils ont aussi une activité, ils font beaucoup de visites, de conférences. Et donc ils existaient avant le musée, parce qu'ils étaient déjà les amis du Fonds Médard. Et ils avaient déjà créé le prix de la reliure. D'accord, c'est bien. Oui. Bien. Bonsoir, j'avais juste une question rapide par rapport au catalogage. Est-ce que tout... Enfin, j'ai vu que c'était versé sur le CCFR, mais est-ce que tout est catalogué? Tout est en ligne sur ce fonds? Oui, tout est en ligne. Mais on n'a pas forcément encore... parce qu'on a beaucoup de nouvelles acquisitions qui ne sont pas encore versées sur le catalogue collectif. Et double exercice pour nous. Donc on doit respecter les règles de catalogage bibliothèque, de classement d'ouvrages écrits, mais on doit respecter en même temps, comme je disais, aussi les règles de musée. Donc le logiciel qu'on a acquis récemment nous permet, grâce à une société spécialisée, d'avoir le double volet catalogage musée, catalogage bibliothèque. Donc on est à cheval sur les deux, ce qui nous permet d'avoir aussi cette possibilité. Merci. J'en profite lâchement d'ailleurs pour parler justement des amis du musée de l'imprimerie. Juste pour vous donner une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 3 semaines, un mois, il y a eu en vente, dans une salle des ventes, des 21 caractères en plomb du XVe siècle, trouvés au fond de la Saône au XIXe siècle, et qui appartenaient encore, un lot qui appartenait encore à
une personne privée, alors que 220 de ces caractères sont déjà à la Bibliothèque nationale de France. Et notre association a voulu se porter acquéreur de ce lot, dont l'estimation au départ était 3 000 à 5 000 euros, ce qui était tout à fait dans nos moyens. On savait très bien que ça monterait, on s'était dit on va aller jusqu'à 12 000. Ben oui, mais c'est parti à 52 000 euros, ce qui avec les frais fait 65 000 euros, parce qu'il y a toujours 25% de frais dans une vente aux enchères. Et on ne sait pas qui l'a acheté. Ce qu'on sait, c'est que ça n'est pas la Bibliothèque nationale de France, ça n'est pas la British Library, ça n'est probablement pas le musée de l'imprimerie de Malesherbes, et c'est très probablement... Enfin, si, on sait que c'est une personne privée qui a fait cet achat. Pourquoi ? Quel sera le devenir ? Est-ce que quelqu'un veut fonder un nouveau musée quelque part ? Je ne sais pas, au Koweït ou ailleurs. Ils n'avaient pas été classés Trésor de France pour empêcher de... Ah non, personne n'a préempté. Et ça appartenait à une personne privée, c'est-à-dire les descendants de celui qui les avait trouvés dans la Saône au 19e siècle. Bien, eh bien, il nous reste à remercier M. Galéry, cette magnifique conférence. Merci. Et je vous donne rendez-vous au lundi 29 novembre, où il s'agira donc d'une conférence de Mme Johanna Daniel sur les vues d'optique. Vous savez peut-être ce que c'est, mais venez, comme ça vous saurez ce que c'est qu'une vue d'optique.